va réviser un petit peu les intégrales curviliées. Je commence donc par quelques définitions. D'abord, les courbes. Alors, je rappelle, une courbe, c'est rien d'autre qu'une fonction d'un intervalle AB à valeur dans R, dont R3, ça peut être R2, qui est T, qui correspond X de T, Y de T, Z de T. Des fonctions à valeur réelle. Donc f est une fonction réelle, une fonction vectorielle. Alors l'ensemble des points gamma qui représentent la fonction f est appelé une courbe ou arc de courbe dans R3. La fonction f est dite représentation paramétrique de gamma et t c'est le paramètre. Le vecteur position et f de t est égal à OM. O, c'est l'origine. Alors, je rappelle aussi ce qu'on appelle la longueur d'une courbe. L, c'est l'intégrale de A à B de la norme de f' de t, la dérivée par rapport à t, la norme de dt. Alors, comme premier exemple, on va calculer la longueur de la corde gauche. Alors, je rappelle le mot gauche parce qu'on est à valeur dans R3. Sinon, on parle tout simplement de courbe ou arc de courbe sans ajouter le qualificatif gauche. Alors, f de 0,1 à valeur dans R3, t, on va faire correspondre a fois cos t, a sin t et t fois t. Alors, l'application de la formule, donc la dérivée f' de t, c'est moins a sinus t, a cos t, b. La norme euclidienne de f' de t, je rappelle que vous avez vu la norme euclidienne en S5, en analyse 5, pardon, en analyse 5, et donc la norme 2, c'est la racine carrée de la norme des x de t au carré plus y de t au carré plus z t au carré. Alors donc c'est a carré sinus au carré de t plus a carré cos au carré de t plus b carré, le tout racine carrée. Et puis en utilisant l'identité sin au carré plus cos au carré égale à 1, on simplifie la formule et il reste racine carrée de a carré plus b carré. Donc la longueur de la courbe, c'est une intégrale sur une constante et donc ça donne racine carrée de a carré plus b carré. Voilà pour le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe à rappeler, c'est les formes différentielles. Alors, on se donne trois fonctions à valeur réelle, P, Q, R, donc définies sur un ouvert U de R3, et on pose oméga x, y, z est égal à P, x, y, z, Tx, plus Q de x, y, z, Ty, plus R de x, y, z, dz. On appelle forme différentielle de degré 1 sur U cet objet-là. Donc, une forme différentielle, c'est toute expression de cette forme-là. Alors, une deuxième définition, que je rappelle aussi, c'est qu'on dit que oméga est de classe CK sur U si les fonctions qui sont là, P, Q, R, sont de classe CK. On dit aussi que la forme oméga est exacte sur U s'il existe une fonction f sur U telle que oméga est égal à la différentielle de f. Là, je rappelle que un exemple de forme différentielle de degré 1, c'est tout simplement la différentielle d'une fonction. Une fonction définie sur un ouvert
U de R3. Donc, si oméga est égal à une différentielle d'une certaine fonction, on dit que oméga est exact. Et on dit dans ce cas que f, c'est une primitive d'oméga. On verra plus loin l'utilité de ce genre de notion. Alors, maintenant, une autre définition que je dois rappeler. Supposons qu'on a une forme différentielle, oméga est égal à p dx plus q dy plus r dz, de classe 1 sur un ouvert U. On dit que oméga est fermé si tout simplement la dérivée de p, la dérivée partielle de p par rapport à y est égale à la dérivée partielle de q par rapport à x, la dérivée de p par rapport à z est égale à la dérivée de r par rapport à x, et la dérivée de q par rapport à z est égale à la dérivée de r par rapport à y. Cette égalité sera simplifiée avec un langage, on verra tout à l'heure, le langage opératoriel. C'est-à-dire, ça représente un rotationnel nul. Alors, troisième notion à rappeler, c'est ce qu'on appelle une intégrale curviligne. Donc, soit gamma est égal à un arc de courbe orienté de classe R. C'est-à-dire, orienté, c'est-à-dire qu'on a choisi un parcours comme étant le parcours positif. On appelle intégrale curviligne de la forme différentielle oméga le long de l'arc gamma AP, le nombre réel, qui est par définition égal, W, égale l'intégrale de A à B de P de XY X' de T, Q de XY Z, Y' de T, R XY Z, Z' de T, dt. Alors, vous voyez là qu'on arrive à calculer l'intégrale d'une forme différentielle sur une courbe gamma par sa représentation sur un intervalle AB. On verra des exemples dans la suite. Alors, la notation, on écrit de façon plus simple, W égale l'intégrale sur l'arc AB de oméga. On peut remplacer l'intégrale sur l'arc AB, P dx plus Q dy plus R dz. Alors, maintenant, en rapport toujours avec l'intégrale curviligne, je cite la notion de circulation d'un champ de vecteurs. Alors, un champ de vecteurs, c'est la donnée d'une fonction f de x, y, z à valeur donc de R3 à valeur dans R3 ou d'un ouvert de R3 à valeur dans R3 défini par Px, y, z, Q de x, y, z et R de x, y, z. Alors, ici, on suppose que notre champ est une fonction continue sur l'ouvert U et que l'ouvert U contient l'arc de courbe AB de classe R. Alors, dans ces conditions, on appelle circulation ou travail du champ de vecteur F le long de la courbe AB l'intégrale curviligne, l'intégrale sur AB de f de R dr avec R, c'est le vecteur x, y, z, oméga, ici, qui est là, parce qu'on définit l'intégrale qui est là par cette intégrale qu'on vient de définir. Donc oméga, c'est la forme différentielle associée au champ, c'est-à-dire définie à partir de P, Q, R. Donc oméga, c'est PR, Px, QR, Py,
RR dz. Ici, le FR scalaire PR, c'est un produit scalaire. C'est le produit scalaire de FR ou de FXYZ qui est égal à ce vecteur-là par le scalaire, la forme dr qui est égale à dx, dy, dz. Alors, dans ce cas-là, on dit que le champ F est conservatif sur U si, pour tout couple AB de points de U, alors le travail de F, c'est-à-dire l'intégrale de F qui est là, le long de AB, ne dépend pas du chemin suivi. Donc si l'intégrale ne dépend pas du chemin suivi, on dit que le champ est conservatif. C'est très important parce que on verra toujours après dans les exemples que ça permet de calculer l'intégrale en choisissant l'arc convenable. Comme cas particulier, si A est égal à B, on sait automatiquement que l'intégrale est nulle dans le cas d'un champ conservatif. Alors, une autre notion, la notion de gradient. Le gradient d'une fonction f de U à valeur de 1, de classe 1, la fonction de classe 1, sur U, ouvert dans R3, associe à chaque point R de U le vecteur gradient de R défini par. Donc le gradient de R, c'est le vecteur dont les coordonnées sont la dérivée partielle de f par rapport à x, la dérivée partielle de f par rapport à y et la dérivée partielle de f par rapport à z au point R. Alors, j'arrive maintenant aux opérateurs, différents opérateurs différentiels qui sont utilisés ici en analyse vectorielle. Alors, dans R3, on regarde un opérateur delta à coordonnées dérivées partielles. Les dérivées partielles par rapport à x, à y et à z, c'est un opérateur. Cet opérateur vectoriel, on peut le noter comme ça. I, J, K étant le repère orthonormé de R3 classique. Alors cet opérateur, il peut agir sur des fonctions. Donc il peut agir sur une fonction f numérique, c'est-à-dire f définie de l'ouvert U à valeur dans R. Alors, f est égal au gradient. Le gradient de f, par conséquent, c'est l'application de l'opérateur delta à f. Donc ici, j'applique delta à f, c'est-à-dire je fais opérer delta sur f, et donc j'ai ici un vecteur de R3 qui a pour composante la dérivée de f par rapport à x, la dérivée de f par rapport à y, la dérivée de f par rapport à z. Cet opérateur delta est aussi appelé l'opérateur de Hamilton. Alors, si on a un champ de vecteur V de l'ouvert U à valeur de R3, U inclus dans R3, s'il existe une fonction f de U à valeur de R telle que V, ce champ-là est égal à gradient de f, on dit que le champ V dérive d'un potentiel scalaire f sur U et que V est un champ de gradient appelé aussi un champ potentiel. Donc, ici, la définition d'un champ potentiel, c'est un champ qui est le gradient d'une certaine fonction. Bien sûr, tous les champs ne sont pas forcément des gradients. D'où la nécessité de trouver des conditions pour que un champ soit un gradient.
Alors ici, encore à l'aide de l'opérateur delta, je peux définir deux autres opérateurs très utiles. Le premier, c'est la divergence. Donc soit V, un champ de vecteurs de classe C1. Alors, le produit scalaire de l'opérateur delta avec le champ V donne une autre fonction qui s'appelle la divergence de V. Donc, la divergence, alors ce n'est pas un produit scalaire usuel, mais c'est une écriture formelle. C'est-à-dire, on considère delta c'est un opérateur et on le regarde comme si c'était un produit, si c'était un vecteur. Et on fait le produit scalaire formel de delta avec le champ V. Et donc, bien sûr, ça donne la dérivée partielle de P par rapport à X, plus la dérivée partielle de Q par rapport à Y, plus la dérivée de R par rapport à Z. P, Q, R, c'est les composantes de notre champ V. Alors, après la divergence, on passe au rotationnel, dont j'ai déjà parlé avant. Alors, le rotationnel de V, c'est le produit vectoriel, là encore, c'est un produit vectoriel formel d'un opérateur delta par V, qu'on peut définir, c'est un vecteur, I, J, K étant les composantes de la base canonique de L3. Ici, les composantes du vecteur delta. Et ici, les composantes du champ vectoriel. Et donc, quand on développe ce produit vectoriel, ça donne cette formule-là qui est, on va voir, il est importante dans l'analyse vectorielle. Un autre opérateur qu'on peut déduire de la composition des deux opérateurs qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle le Laplacien de F, c'est la divergence du gradient. Il est défini sur les fonctions F d'un ouvert de L3 à valeur de 1. Bien sûr, il faut que notre fonction F soit classée 2, parce que on dérive, il y a des dérivations deux fois. Alors, cet opérateur-là, c'est l'opérateur de la place. Voilà, donc pour les opérateurs différentiels, on va voir quelques applications de ces opérateurs-là. Alors, le premier théorème important à ne pas oublier ici, c'est une version du théorème de Poincaré. Donc, on considère un champ V de U à valeur de A3 et U un ouvert de A3. Alors, une condition nécessaire pour que le champ V dérive d'un potentiel scalaire sur V est qu'en tout point M de V, le rotationnel de V soit nul. Je vous ai déjà dit qu'il est important de savoir est-ce que, quand on est en présence d'un champ, est-ce qu'il est un champ qui dérive d'un potentiel ou non? Parce que ça permet de simplifier des calculs d'intégrale. Donc ici, vous avez une condition nécessaire. Donc, pour que notre champ dérive d'un potentiel, il faut que son rotationnel soit nul. Alors, ce théorème qu'on vient de voir, il a donné une généralisation. Poincaré généralisé. Alors, mais, dans ce théorème, on a une condition nécessaire et suffisante. Alors, donc on considère un domaine de R3 et V un champ de vecteurs de classe C1 et la condition rotationnelle de V, on suppose qu'il est vérifié.
Alors, il y a une condition sur le domaine. Si le domaine U est simplement connexe, alors il existe une fonction f de U dans R telle que V est égal à gradient de R. Alors cette condition-là, il est dans la pratique, en général, tout dit ce qui est simplement connexe. Alors plus généralement, tout convexe, et c'est comme ça qu'on l'utilise, tout convexe est un simplement connexe, et donc on a une liberté dans le choix du domaine qui fait que, sauf cas particulier, beaucoup de domaines vérifient cette propriété-là. Alors, maintenant j'arrive à un petit exercice qui va illustrer un petit peu ces notions-là. La première notion, c'est que une forme différentielle qui n'est pas exacte, comment remédier à ce problème-là? Alors, donc je donne une forme différentielle. Alors vous remarquez avec moi, il n'y a que dx et dy, bien sûr, 0 fois dz. Donc, alors, première question est montrer que oméga n'est pas exact. On peut se dire, des fois, la question c'est est-ce que oméga est exact? Alors, en général, on utilise les conditions, le théorème, la première condition, le rotationnel de V, doit être égal à 0 pour une forme exacte, et donc on calcule la dérivée de P. P, c'est bien sûr P. Ça, c'est P dx, et ça, c'est Q dy. Et donc, ici, la dérivée de P par rapport à Y, vous voyez très bien, c'est 2Y, et la dérivée de Q par rapport à X, c'est 0, ils ne sont pas égaux, et donc on peut dire que oméga n'est pas fermé, parce que le rotationnel n'est pas nul, le rotationnel de oméga n'est pas nul, et donc la forme oméga n'est pas exacte. Alors, deuxième question, c'est que, et ça c'est un moyen d'intégrer, de trouver, à partir d'une forme différentielle qui n'est pas exacte, de trouver une autre forme différentielle qui, elle est exacte. Alors, on demande ici, trouver une fonction f de R dans R telle que f de x fois oméga soit exacte. F est appelé un facteur intégrant. Donc c'est très simple, on va multiplier oméga par f de x, on considère une nouvelle forme différentielle, oméga 1, f de x fois oméga, et donc on a une nouvelle fonction, ici, P1, et une autre Q1, et on cherche toujours, par le rotationnel, à quelles conditions cette nouvelle fonction vérifie le théorème du point carré. Alors la dérivée partielle de f de x par rapport fois p par rapport à y, bien sûr ici c'est 2y f de x comme une constante par rapport à y, et puis c'est égal, il doit être égal, parce que je cherche une condition pour que oméga 1 soit exact. Donc soit fermé, d'abord. La dérivée partielle de f de x fois q par rapport à x, c'est moins 6y f' de x. Ceci me donne une équation différentielle du premier ordre que j'intègre, et dans les solutions, c'est f de x doit être égal à une constante k exponentielle moins x sur 3, et donc je choisis ma constante comme je veux, moi je la choisis égale à 1. De toute façon, une primitive c'est toujours choisi à une constante près. Et donc, je prends f de x est égal à exponentielle moins x sur 3. Et j'ai donc, dans ce cas-là, une forme
différentiel exact. Voilà, je reviens maintenant. La primitive de dx fois oméga, pour calculer là, il suffit de poser oméga x, je ne l'ai pas fait, mais oméga x, oméga 1 de x, c'est exponentiellement x sur 3 que multiplie ceci. Voilà donc pour cet exercice.